Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un instant deux ennemis mortels. D'un côté, le communisme, de l'autre, le nazisme. Deux idéologies qui se détestent, prêtes à tout pour s'anéantir. Et pourtant, dans l'Europe chaotique de l'entre-deux-guerres, ces deux contraires ont fini par créer des systèmes étrangement similaires. C'est un vrai casse-tête, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. La question qui va nous guider est donc celle-ci. Comment est-ce que ces deux idéologies, que vraiment tout opposait sur le papier, ont pu au final donner naissance à des États qui fonctionnaient de manière presque identique? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour y voir plus clair, voici notre parcours. D'abord, on va plonger dans le chaos de l'époque qui a tout permis. Ensuite, on mettra face à face les projets communistes et nazis. Puis, on verra le plus surprenant, leur sorte de manuel commun pour prendre le pouvoir. On analysera comment ils ont mis la société sous contrôle avant de voir qu'une autre voie était possible, avec l'exemple du Front populaire en France. Alors tout commence au même endroit, dans un terreau commun, celui du chaos. La Première Guerre mondiale, suivie d'une crise économique terrible, a vraiment préparé le terrain pour des solutions extrêmes. Regardons rapidement la chronologie. En Russie, la guerre provoque l'effondrement de l'Empire en 1917. Ça ouvre la voie à Staline, qui s'installe au pouvoir à partir de 1924. Pendant ce temps, en Allemagne, la défaite et la crise économique mondiale de 1929 créent une situation explosive. Et c'est là-dessus qu'Hitler arrive au pouvoir en 1933. Deux trajectoires distinctes, oui, mais avec le même point de départ, une crise profonde. Bon, maintenant, comparons leurs projets. Et là, on va voir qu'en théorie, ce sont vraiment deux mondes à part. D'un côté, le communisme version Staline. L'utopie, c'est quoi? Une société égalitaire, sans riches ni pauvres, où tout est mis en commun. Le moteur, c'est la lutte des classes. Et de l'autre, le nazisme. Là, c'est une toute autre obsession, la domination du monde par la race aryenne. Ça implique d'éliminer les peuples jugés inférieurs, les juifs en tête, et de conquérir un espace vital. Franchement, sur le papier, on peut difficilement imaginer deux visions plus opposées. Et c'est précisément ici que ça devient fascinant. Parce que si les buts sont radicalement différents, les méthodes, elles vont se ressembler de manière troublante. C'est comme s'ils avaient lu le même terrible manuel d'instruction, le manuel totalitaire. Justement, définissons ce mot-clé. Le totalitarisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une dictature qui va beaucoup plus loin. C'est un système où l'État veut contrôler absolument tout, chaque aspect de la vie, en s'appuyant sur deux outils, la propagande et la terreur. La base, c'est simple. On met la démocratie à la poubelle. Fini les élections libres. Il n'y a plus qu'un seul parti qui a le droit d'exister. Le Parti communiste en URSS, le Parti nazi en Allemagne. Et avec ça, bien sûr, toutes les libertés de base, s'informer, se réunir, s'exprimer, disparaissent. Voyons maintenant comment ces deux piliers, la propagande et la terreur, ont été utilisés pour encadrer, pour soumettre toute la société. Le premier pilier, c'est donc la propagande. Et attention, on ne parle pas juste de quelques affiches. L'objectif, c'est de remodeler complètement les esprits, de créer une réalité où seule la vérité du régime existe. Et pour ça, plusieurs outils. D'abord, on instaure un culte du chef, presque une religion. Hitler est le Führer, le guide. Staline, le petit père des peuples. Ensuite, l'État prend le contrôle de tous les médias pour marteler son message en permanence. Et surtout, on prépare l'avenir en endoctrinant les jeunes, avec des organisations comme les jeunesses hitlériennes. Mais convaincre ne suffit pas. L'autre outil beaucoup plus direct, c'est la peur. Une peur organisée, systématique, qui vient de l'État lui-même. Et là encore, le parallèle fait froid dans le dos. Chaque régime a sa police politique, le NKVD d'un côté, la Gestapo de l'autre. Chacun se désigne des ennemis à éliminer. Les kulaks, ces paysans soi-disant riches, et la bourgeoisie en URSS, les juifs et tous les opposants en Allemagne. Et pour finir, chacun crée son propre système de camps pour enfermer et tuer. Les goulags et les camps de concentration. C'est la même logique, la même machine à broyer. Le bilan est terrible. Sous Staline, on estime le nombre de victimes à environ 15 millions de personnes. Pour l'Allemagne nazie, le génocide des Juifs a coûté la vie à 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Face à une telle horreur, on pourrait penser que c'était inévitable, que la crise menait forcément à la dictature. Eh bien non, ce n'était pas une fatalité. Et la preuve, on la trouve juste à côté, en France. Parce que la France aussi a été touchée de plein fouet par la crise économique. Le chômage, la misère, l'agitation sociale, tout y était. Mais la réponse, elle, a été complètement différente. En 1934, quand des groupes d'extrême droite ont tenté de renverser la République, les forces démocratiques de gauche n'ont pas cédé. Au contraire, elles se sont unies, elles ont formé le Front populaire et elles ont gagné les élections de 1936. La démocratie a tenu bon. Et ça nous laisse avec une question essentielle, une question qui nous parle encore énormément aujourd'hui. Face à une crise majeure, qu'est-ce qui fait qu'une société choisit de préserver ses libertés plutôt que de sombrer dans l'autoritarisme? C'est peut-être ça la leçon la plus cruciale de toute cette période.